Madame la ministre, madame la présidente, chers collègues, le montant global des crédits demandés dans le cadre du présent projet de loi de finances pour la mission culture s'élève cette année à plus de 3,8 milliards d'euros en crédits de paiement, mais atteint 4,1 milliards d'euros en autorisations d'engagement, soit une assez forte progression par rapport à l'année dernière. Je voudrais commencer par quelques bonnes nouvelles budgétaires et de contexte. Le public revient, Madame la Ministre, tant dans les musées que dans les établissements de diffusion des spectacles vivants. Il revint d'ailleurs plus vite qu'anticipé, la fréquentation rejoignant désormais le niveau antérieur à la crise sanitaire. Cela étant, 2023 a également marqué la fin des crédits exceptionnels accordés depuis 2020, dont l'intégralité des opérateurs avait bénéficié, parfois de manière assez significative. 230 millions d'euros avaient été accordés dans le cadre du plan de relance au secteur du spectacle vivant. La fin du plan de relance ne signifie pas pour autant celle des inquiétudes pour l'ensemble du secteur, confronté à un effet budgétaire de ciseaux entre reprise de l'activité et progression du coût des dépenses contraintes, notamment énergétiques. Une part non négligeable des moyens nouveaux accordés en 2024 vise à compenser une partie de cette hausse pour les établissements. Ainsi, 41 millions d'euros sont prévus pour les opérateurs du patrimoine, particulièrement impactés par le renchérissement des matériaux de construction et des chantiers. S'agissant du programme 131 dédié à la création, la compensation s'élève à 5 millions d'euros. En conséquence, les surcoûts ne seront pas intégralement compensés en loi de finances, ce qui pourrait induire une réduction des marges artistiques, les établissements étant amenés à revoir leur programmation afin de diminuer les coûts de production des spectacles. Une interrogation demeure également par ailleurs sur l'impact des Jeux olympiques qui devraient contraindre certains lieux à fermer ou certains festivals à être décalés en date. Au-delà de ces questions, les crédits du programme 131 se stabilisent après la hausse enregistrée l'année dernière. Je note cependant l'abandon par le ministère du projet de Cité du théâtre. Il est certain que la décision de mettre fin au projet nous paraît raisonnable face au montant probable du dérapage budgétaire. Il est cependant regrettable d'avoir attendu d'une certaine façon si longtemps pour la prendre, puisque 6 années sont passées depuis l'annonce du chantier. Venons-en désormais au programme 175 dédié au patrimoine. Il devrait être doté de 1,4 milliard d'euros en AE et de 1,2 milliard d'euros en CP. La très forte hausse des autorisations d'engagement enregistrées en 2024 découle en quasi-totalité de la prévision des montants totaux prévus pour la restauration du Centre Pompidou, qui ne devrait se terminer qu'en 2030, ainsi que pour le site des Archives nationales à Pierrefitte, nécessitant une extension. Concernant Beaubourg, les travaux nécessaires priveront a priori le musée de ressources pendant les 4 ans de fermeture complète nécessaires aux travaux. Si le montant du projet est actuellement estimé à 262 millions d'euros, il est à craindre que l'inflation n'entraîne une augmentation de la facture. Ce financement est complété par des soutiens hors budget, mobilisant nos concitoyens. Les dons pour Notre-Dame de Paris, dont le montant 849 millions d'euros devrait dépasser le coût des travaux, du moins si on n'intègre pas les travaux extérieurs, et les dépenses fiscales rattachées à la mission qui devraient être très dynamiques en 2023. S'y ajoutent également les crédits du plan de relance et France 2030, qui ont par exemple financé en quasi-totalité les travaux de la Cité de la langue française à Villers-Cotterêts, qui vient d'être inaugurée. Le coût du chantier était initialement évalué à 185 millions d'euros, avant d'être porté à 209 millions d'euros. Sa réalisation n'a d'ailleurs été permise que par la mise en œuvre du plan de relance. Au vu des efforts consentis dans ce budget, notamment en faveur du patrimoine, et tout en gardant à l'esprit certains points d'alerte, la Commission des finances propose donc d'adopter les crédits de la mission. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la commission culture se réjouit que l'État maintienne son effort en 2024 en faveur de la création, de la transmission des savoirs et de la démocratisation de la culture. Malgré la reprise de la fréquentation, les établissements culturels restent dans une situation encore très fragile.
La Commission estime qu'il est urgent de parvenir à restaurer leur marge artistique, faute de quoi la diversité culturelle, l'animation des territoires et l'accès à la culture de nos concitoyens pourraient s'en trouver rapidement menacés. Nous espérons que le programme Mieux produire, mieux diffuser permettra de répondre effectivement à l'enjeu et portera rapidement ses fruits. En ce qui concerne le budget, 3 sujets nous préoccupent en priorité. D'abord, la situation des scènes de musiques actuelles pour lesquelles nous vous présenterons un amendement. Ensuite, les festivals qui se trouvent dans une situation délicate compte tenu des incertitudes générées par l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques en 2024. Enfin, les arts visuels encore trop faiblement soutenus en comparaison de leurs besoins réels compte tenu de la sous-dotation initiale de leurs crédits depuis des années. Ce sujet fait aussi l'objet d'un amendement déposé par la Commission. En ce qui concerne la transmission des savoirs, la Commission salue les efforts en direction des écoles nationales supérieures d'architecture qui marquent un réel progrès, même s'il doit encore être complété. Nous sommes en revanche très inquiets sur la situation des écoles supérieures d'art territoriales et c'est pourquoi nous avons présenté un amendement aussi à ce sujet. Un tiers d'entre elles pourraient finir l'année en situation de déficit et certaines sont menacées de fermeture. En conséquence, c'est difficile en termes de fonctionnement et en termes d'accès des étudiants aux écoles d'art dans les territoires. S'il est vrai que ces écoles relèvent d'abord des collectivités territoriales, l'État doit se montrer à leur côté pour les aider à traverser cette crise. Chaque fermeture d'école, ce sont des débouchés en moins pour nos jeunes dans l'enseignement supérieur. C'est le maillage territorial et l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur qui s'effritent. Soyons cohérents avec la priorité accordée à la jeunesse en matière de démocratisation culturelle. Le pass culture n'atteindra ses objectifs que s'il peut s'appuyer sur l'existence d'une offre culturelle solide et diversifiée dans l'ensemble des territoires. Rappelons-nous que c'est un outil et non une politique. Pour qu'il soit pleinement opérationnel, il nous faut le compléter par de la médiation culturelle, travailler de concert avec les collectivités dans le développement et la valorisation des offres culturelles de proximité et améliorer l'articulation de son volet collectif avec l'ensemble des politiques d'éducation artistique et culturelle afin qu'il contribue à la renforcer, mais qu'il ne s'y substitue pas. À ce titre, il nous semblerait utile de voir la SAS intégrer la liste des opérateurs d'État afin d'améliorer son fonctionnement et son contrôle. Comparé à l'effort pour l'accès à la culture des jeunes, la politique de démocratisation culturelle dans les territoires nous paraît manquer de vision stratégique. Nous demanderons à terme une évaluation du fonds d'innovation territoriale et je conclus. Et je vous dis que sous réserve de l'adoption des amendements présentés par la Commission donnera néanmoins un avis favorable sur l'adoption des crédits. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. La culture est toujours parmi les premiers secteurs à pâtir des crises. Et si le plan de relance avait permis de préserver des impacts de la crise sanitaire un grand nombre d'acteurs, sa suppression a engendré dès 2022 une précarisation des situations des artistes, des compagnies et des institutions. Des difficultés renforcées avec l'inflation et la crise énergétique. Et toutes ces crises ne sont pas encore derrière nous et l'ensemble des acteurs culturels et artistiques continuent d'en subir les impacts. Le budget qui nous est présenté aujourd'hui par le gouvernement est en hausse. Mais une hausse de 4,9% à peine supérieure à l'inflation, dont nous craignons qu'elle peine à financer dans la durée les nombreux projets annoncés par le gouvernement. Animés par la passion commune de la culture, véritable lien social, fédérateur, émancipateur et créateur d'emplois, les acteurs culturels ont besoin d'être soutenus et revalorisés. Ils font et sont la fierté de nos territoires ruraux et urbains, avec une importance vitale pour la vie culturelle associative et concourent à rassembler les publics de tous âges, à créer du commun dans un pays qui en a bien besoin, ainsi qu'à faire émerger les talents. Alors les sénateurs et sénatrices du groupe socialiste, écologiste et républicain, Madame la Présidente, souhaitent pouvoir voter pour ce budget. Mais je voudrais profiter de ce propos pour vous alerter sur plusieurs points de fragilité. Je voudrais tout d'abord vous alerter sur la situation des acteurs de la création, en difficulté depuis la crise sanitaire. Alors que le gouvernement appelle le spectacle vivant à mieux produire, mieux diffuser, il restreint dans le même temps son soutien avec un budget en infime hausse et des baisses annoncées en 2025 et en 2026. Une baisse du soutien de l'État auquel les artistes, les compagnies, les structures vont encore devoir faire face.
Je pense en particulier aux scènes de musiques actuelles que nous devons soutenir bien au-delà de ce que le gouvernement prévoit, comme le rappelait la rapporteure, si nous souhaitons qu'elles continuent de permettre à la fois le dynamisme culturel et l'émergence de jeunes artistes. Je pense également aux festivals et aux petits festivals en particulier. Déjà fragilisés par la hausse globale des coûts, ils pourraient avoir à supporter en 2024 des coûts supplémentaires de sécurité liés à la tenue des Jeux olympiques et paralympiques, mobilisatrices d'effectifs. Si vous avez assuré, Madame la Ministre, que les festivals ne seront pas annulés, les plus petits festivals doivent être soutenus pour pouvoir être maintenus. C'est leur survie et avec elle, la richesse et la diversité culturelle qu'ils représentent qui est en jeu. Les arts visuels, enfin, demeurent le parent pauvre du budget de la création, avec une part toujours plus faible de crédit, cette année 10%. Insuffisante pour élargir le soutien à davantage d'artistes, de petites structures et à une plus grande variété de projets. Au regard du budget qui nous est présenté, nous nourrissons des inquiétudes quant au soutien dans la durée à la création artistique. Et il en va de la préservation de la diversité culturelle. De même, nous nous inquiétons du budget sur la transmission des savoirs, ô combien essentiel pour favoriser l'accès à la culture de tous, lutter contre les inégalités, mais aussi assurer le renouvellement artistique. Vous affichez, Madame la Ministre, la priorité absolue, je vous cite, que représenterait l'éducation artistique et culturelle. Or, hormis le pass culture qui bénéficie d'une augmentation de 2 millions d'euros seulement pour assurer la généralisation à tous les élèves de 6e et de 5e, le budget peine à traduire cette priorité. Rien de plus pour les pratiques artistiques et culturelles que suivent les élèves, à la fois sur le temps scolaire et en dehors. Rien de plus pour les actions dans les conservatoires, pour la lecture ou encore pour l'éducation aux médias, et c'est une priorité impérative à l'heure où se propagent les fake news. Le pass culture, sévèrement évalué par la Cour des comptes, n'est qu'un outil au service d'une politique globale en matière de démocratisation culturelle. Il ne peut à lui seul être une politique globale. Vous avez lancé, Madame la Ministre, la Cité internationale de la langue française, mais au-delà de ce projet, le budget de l'action langue française et des langues de France est, lui, en stagnation. Vous avez enfin, après de nombreuses alertes et une forte mobilisation des étudiants et des personnels, débloqué une aide pour les écoles supérieures d'art territoriales. Ces établissements ont un rôle essentiel, comme l'ont souligné plusieurs de mes collègues. Mais cet engagement est ponctuel et ne règle en rien les questions de fond, qu'elles soient de gouvernance, de statut, d'égalité de traitement des enseignants ou des élèves boursiers. Ces questions, nous les avons encore abordées cette semaine avec les commissaires à la culture et elles ne trouveront pas de réponse dans le statu quo, mais dans des modifications législatives et réglementaires. Enfin, comment ne pas évoquer la place des collectivités territoriales en matière de politique culturelle ? Or, les baisses de dotation de la part de l'État aux collectivités territoriales fragilisent les politiques de proximité, ainsi que le maillage incroyable qui fait notre force collective. Alors que les censures et les entraves à nos libertés fondamentales de création, d'expression et de diffusion ne cessent de croître, nous devons plus que jamais défendre la culture et réaffirmer sa place centrale dans notre société. Depuis plusieurs années, nos libertés fondamentales sont attaquées par l'extrême droite et les extrémismes religieux. En avril, un concert de Bilal Hassani dans une église désacralisée de Metz a été annulé suite aux menaces reçues. À Nantes, un spectacle intitulé « Filles ou garçons » a été saboté. Une pièce de théâtre évoquant un Jean Moulin homosexuel a été déprogrammée en mai par le maire de Béziers. Récemment, le livre « Triste tigre » de Neige Sino a été retiré du CDI d'un lycée privé sous contrat de Plohermel en Ille-et-Vilaine. Et les exemples sont légion. Nous devons continuer à défendre la culture comme émancipatrice, défendre ces actrices et ces acteurs essentiels à notre société. Et ce budget doit nous le permettre très concrètement. Alors, les sénateurs et sénatrices socialistes que nous sommes voteront ce budget avec les amendements proposés par notre collègue Karine Daniel, afin de protéger et de soutenir la vitalité, la diversité et le dynamisme créatif de l'exception culturelle artistique française. Mais ce vote, vous l'aurez compris, est également un appel à la vigilance. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'écrivain britannique John Ruskin déclarait « Le principe des temps modernes consiste d'abord à négliger les édifices, puis à les restaurer. Prenez soin de vos monuments et vous n'aurez nul besoin de les restaurer. » Cette dernière préoccupation devrait être constante dans nos esprits à l'heure où nous examinons le budget alloué au patrimoine. Si nous nous félicitons de la hausse des moyens financiers alloués à ce programme, elle doit toutefois être nuancée. D'une part, parce que l'augmentation très importante des autorisations de paiement est liée principalement au projet d'extension du site des Archives nationales et de rénovation du centre Georges Pompidou. D'autre part,
parce que depuis l'exercice budgétaire 2023, nous ne pouvons plus compter sur les crédits du plan de relance. Ce budget s'inscrit par ailleurs dans un contexte toujours marqué par la flambée des prix de l'énergie qui continue à peser fortement sur l'équilibre financier de structures telles que les musées et les monuments, mais également sur de nombreuses collectivités en première ligne pour assurer la sauvegarde et l'entretien des sites dont elles ont la charge. Plusieurs motifs de satisfaction sont à relever dans ce budget. Je pense ainsi à la hausse des crédits alloués à l'entretien et à la restauration des monuments historiques hors grand projet. Je pense au fonds incitatif pour le patrimoine ou encore aux études et travaux en sites patrimoniaux remarquables. Soulignons néanmoins que les sites patrimoniaux remarquables sont aujourd'hui confrontés à un manque criant de personnel. Les unités départementales de l'architecture et du patrimoine sont ainsi en effectif insuffisant pour pouvoir répondre à l'ensemble des demandes. Plus largement, les carences des moyens humains des services déconcentrés de l'État appellent toute notre vigilance. Il est important de le rappeler, ce sont en premier lieu nos petites collectivités qui pâtissent du manque d'agents qualifiés pour les accompagner dans leurs projets. En ce qui concerne les crédits alloués au patrimoine archéologique, il apparaît nécessaire de s'interroger sur l'allocation des moyens dégagés par la taxe d'archéologie préventive dans un contexte où les services territoriaux d'archéologie préventive témoignent de leurs difficultés liées à la hausse des coûts d'intervention. Enfin, je regrette la conciliation toujours inaboutie entre enjeux de rénovation énergétique et préservation du patrimoine. Je pense notamment au diagnostic de performance énergétique qui reste inadapté aux bâtis anciens. Prenons soin des spécificités architecturales de notre bâti ancien, ADN de nos territoires, plutôt que de devoir les restaurer après coup. Pour conclure, si nous portons un regard globalement positif sur ce budget en matière de valorisation et de protection du patrimoine, nous émettons quelques réserves quant à sa capacité à répondre à l'ensemble des enjeux auxquels ce secteur est confronté. Merci beaucoup.